Éthique. Dernier message du président sortant sur l'état de la nation. L'auteur de Quai des Orfèvres est mort. Qui sont ces guérisseurs qui opèrent à main nue? Le point de vue de Guy Thomas. L'avenir de l'école privée, c'est le dossier de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Décidément, M. Abou Daoud reste un homme bien encombrant. Les autorités françaises étaient embarrassées pour l'arrêter, embarrassées pour le juger, embarrassées, finalement plutôt soulagées en le relâchant. Et voilà que les remous internationaux tardent à s'apaiser. Sur le front arabe, pas de problème. On est là-bas plutôt satisfait, mais ailleurs, les choses se gâtent. D'abord en Israël. Le ministre des Affaires étrangères, Yigal Allon, a parlé aujourd'hui de crise entre les deux pays. De crise, mais pas forcément de rupture, a-t-il dit. En Allemagne aussi, après avoir un peu tergiversé, voilà le ministre local de la justice qui critique Paris en estimant que la libération d'Abou Daoud n'est pas compatible avec la convention d'extradition franco-allemande. Et puis les Américains eux-mêmes qui s'en mêlent, ce qui a provoqué l'irritation du Quai d'Orsay, qui a convoqué le chargé d'affaires américain en qualifiant d'inadmissible l'appréciation de Washington sur les actes de la justice française. Cela vise le département d'État américain, qui s'estimait consterné par la libération d'Abou Daoud. Cela vise peut-être aussi, dans une certaine mesure, les déclarations hier de Jimmy Carter lui-même. Pour sa première déclaration publique presque officielle, il ne sera président que dans 7 jours, M. Carter a donné son opinion sur la libération d'Abou Daoud. Cette affaire, dit-il, inquiétera beaucoup ceux qui voudraient décourager le terrorisme. Je suis profondément troublé et très surpris que cet homme ait été libéré. La réaction du gouvernement français ne s'est pas fait attendre. Outre cette convocation dont je vous parlais du chargé d'affaires américain, il y a eu ce matin une mise au point de Michel Poniatowski qui, pour la première fois, a parlé de l'affaire devant une caméra. La France est indépendante et elle est souveraine. Elle ne donne pas de leçons aux autres et elle n'admet pas que les autres cherchent à lui en donner. L'affaire Abou Daoud est relativement simple dans ses grandes lignes. Nous sommes liés à l'Allemagne par une convention de lutte contre le terrorisme et qui nous fait obligation. Cela compte parmi nos engagements internationaux. Vendredi dernier, le ministère de l'Intérieur allemand nous a demandé de procéder à son arrestation. Il nous l'a demandé téléphoniquement et télégraphiquement. Nous avons donc procédé à cette arrestation. Et ils nous ont confirmé leur demande télégraphique par un mandat d'amener qui est arrivé samedi matin. Et puis à partir de ce moment-là, au lieu d'envoyer par la voie diplomatique la demande d'extradition, il n'y a eu aucune demande allemande. Dès lors, ce n'était plus le processus prévu par la Convention qui jouait, c'était nos propres lois nationales. Et c'est pour cela que M. Abou Daoud a été présenté à la Chambre des mises en accusation qui a décidé sa libération. Réaction en France, le radical de gauche Robert Fabre demande la convocation d'urgence de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. En fait, ce matin, Michel Poniatowski n'avait pas convoqué les journalistes pour parler d'Abou Daoud. Ce n'était pas le ministre de l'Intérieur qui voulait s'exprimer, mais le nouveau patron des Républicains indépendants. Une nouvelle fois, en effet, Michel Poniatowski a décidé de réorganiser son parti en prenant la présidence d'une nouvelle instance, le Conseil exécutif, en faisant, je cite, un état-major de combat. Bien entendu, Michel Poniatowski a tout de suite été amené à donner sa position sur les municipales de Paris, d'autant que Jacques Chirac, ce matin, venait d'en faire de même, se déclarant désolé que la majorité n'ait pu s'entendre à Paris, et refusant d'ailleurs d'en faire porter la responsabilité au chef de l'État. Réponse en écho de Michel Poniatowski, une réponse plutôt apaisante, elle aussi. L'union, dit-il, est encore possible. Je souhaite que les différentes formations de la majorité s'entendent. C'est la sagesse. Et je suis persuadé que si elles le veulent, elles le peuvent. Monsieur Dornano est tout à fait disposé à discuter, à établir des listes d'union. Il le souhaite, il y est prêt. C'est la sagesse, alors souhaitons qu'on y arrive. Mais si la sagesse, comme vous dites, ne l'emportait pas, il y aurait des primaires. Eh bien, M. Dornano, qui est le seul candidat désigné de la majorité, conduira ces listes aux élections.
J'ajouterais que ces négociations sont tout à fait possibles parce que la plupart de ces listes sont incomplètes et donc pourraient parfaitement bien fusionner sans aucune difficulté réelle. S'il y avait un problème, qui peut être d'ailleurs très différent d'un arrondissement à l'autre, il y aurait certainement des ajustements réciproques prévus. Mais je dois dire qu'à l'heure actuelle, les sondages qui existent montrent que M. Dornano a dès à présent une certaine avance. Voilà, Valéry Giscard d'Estaing, quant à lui, prépare toujours la conférence de presse de lundi prochain, en consultant un peu partout autour de lui. Après Alain Peyrefitte, c'est Roger Frey qui est venu ce matin le voir à l'Élysée. On ne sait toujours pas si, dans son emploi du temps, le chef de l'État a prévu de consulter Jacques Chirac. Ce que l'on sait, c'est qu'une nouvelle fois, il s'est replongé aujourd'hui, si j'ose dire, aux sources de son Auvergne natale. Il était cet après-midi à Issoire pour inaugurer une énorme machine que vous allez découvrir dans quelques secondes, une presse hydraulique de 104 mètres de long et d'un nombre considérable de tonnes de poids. Une presse construite avec la collaboration de techniciens soviétiques, donc une occasion pour le chef de l'État de donner un coup de chapeau à cette coopération franco-soviétique. Une inauguration d'autoroute très traditionnelle, une visite amicale à son ami le maire d'Issoire et un bain de foule chaleureux devant la mairie à quelque distance d'un groupe de manifestants. Voilà pour la couleur de cette visite éclair en Auvergne dont l'essentiel, le motif réel, était l'inauguration de la gigantesque presse d'Interforge à Issoire. Une presse construite par les soviétiques et dont Valéry Giscard d'Estaing a voulu faire le symbole de la coopération franco-soviétique. C'est pourquoi une très importante délégation avait fait le voyage de Moscou à Issoire sous la conduite du vice-président du Conseil, M. Kirillin, pour participer à cette fête de l'amitié franco-soviétique. L'occasion pour Valéry Giscard d'Estaing et M. Kirillin de constater l'excellent état de la coopération bilatérale, impression que Valéry Giscard d'Estaing nous a confirmée par la suite en y associant d'ailleurs les accords d'Helsinki. La coopération politique s'est toujours poursuivie. On a naturellement fait toutes sortes de commentaires à cet égard, mais si on se réfère au texte, c'est-à-dire aux déclarations, soit des dirigeants soviétiques, soit des dirigeants français, on s'aperçoit qu'elle s'est toujours poursuivie, notamment à l'occasion du dernier congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Vous vous souvenez qu'une mention très explicite et très claire à la permanence et à l'importance de la coopération politique entre la France et l'Union soviétique avait été faite par M. Leonid Brejnev. Je crois qu'il faut dire que, contrairement à une opinion que certains répandent, les accords d'Helsinki ont eu des résultats positifs. Alors, il est vrai qu'il reste beaucoup à faire. Et nous indiquons, le point de vue français est qu'il reste beaucoup à faire. C'est pourquoi j'ai souligné l'importance que revêtait à nos yeux la prochaine rencontre des ministres des Affaires étrangères qui doit avoir lieu, comme vous le savez, à Belgrade l'été prochain. Je crois que s'il n'y avait pas un progrès de la détente en Europe à cette occasion, il y aurait dans l'opinion publique européenne un sentiment de déception et d'échec. Goodbye Mr. Ford, au revoir Monsieur Ford. Gerald Ford n'a plus qu'une semaine tout juste avant d'abandonner définitivement cette situation inconfortable qu'il veut à la fois bien assis dans le bureau de la Maison Blanche, mais aussi sans les pouvoirs d'un vrai président. Gerald Ford a pleuré, il a pleuré devant le Congrès, c'est-à-dire devant les députés et les sénateurs de là-bas, et il a pleuré sous les applaudissements de tous, de quelque bord fussent-ils. Par contraste avec son prédécesseur, M. Ford a honoré la fonction présidentielle. Les parlementaires américains l'ont salué avec émotion, et tous ses fidèles étaient là, y compris, bien entendu, vous allez le voir, M. Kissinger. Selon la Constitution, je viens vous présenter mon rapport sur l'état de la nation. Ce rapport sera mon dernier, peut-être. J'ai été votre président pendant 30 mois. Je puis dire que s'il nous reste beaucoup de chemin à parcourir, je suis fier de ce que nous avons fait ensemble. Je suis fier d'avoir établi la confiance des Américains en la présidence, en notre système de liberté, en notre avenir. I am proud of the part I have had in rebuilding confidence in the presidency, confidence in our free system, and confidence in our future. Fellow Americans,
Chers concitoyens, je vous ai une fois demandé de prier pour moi. À mon tour, je demande à Dieu de préserver notre pays et ceux qu'il a choisis pour le diriger. Amen. May God guide this wonderful country. Its people. Deux grands messieurs du cinéma nous quittent. D'abord, Henri Langlois, c'est une nouvelle qui vient de tomber. Henri Langlois était le fondateur de la Cinémathèque, le temple de tous les cinéphiles. Et puis, Henri-Georges Clouzot est mort, lui aussi, il avait 70 ans, et il a succombé à une crise cardiaque. Clouzot, c'était sans doute l'un des réalisateurs les plus célèbres des années 40 et 50. Souvenez-vous des Diaboliques, du Salaire de la peur, du Corbeau, de La vérité, de l'Assassin habite au 21. Rappelez-vous aussi le film qui remue peut-être le plus de souvenirs en vous, Quai des Orfèvres. En 1964, nous diffusions dans l'émission 7 jours du monde une longue interview de Henri-Georges Clouzot. À cette époque, il sort d'une grave maladie qui l'a tenu éloigné du cinéma de nombreux mois. À la question « Le cinéma vous a-t-il manqué ?», Clouzot répond de façon surprenante. Pas du tout, j'y allais jamais d'ailleurs et je continue à y aller le moins possible. Pourtant vous l'aimez. Oui, vous savez, je l'aime comme un moyen d'expression, c'est un moyen d'expression comme un autre. Je l'aime, mais pas plus que je n'aime la peinture ou la littérature. Vous le considérez davantage comme un métier maintenant que comme le moyen d'expression non, au contraire, je le considère comme un moyen d'expression, je le considère comme du papier blanc. C'est pour ça que j'ai aucun respect pour la pellicule. Scandale et publicité accompagnent presque toujours la sortie des films de Clouzot. On s'intéresse alors à sa vie privée, à ses sources d'inspiration. D'abord, j'ai presque toujours été amené à mélanger ma vie privée et mon travail. Soit parce que j'ai pris dans la vie des personnages, soit parce que j'ai utilisé les sentiments que j'avais ressentis, ou les sentiments qu'on avait ressentis pour moi, et souvent je les ai inversés. Et puis parce qu'aussi, j'ai intégré les femmes dans mon travail, Vera a tourné, il y a bien longtemps, avant Suzy Delair a tourné, enfin il y a d'autres. La femme que vous venez d'épouser maintenant à l'église, tournera-t-elle? Non, je ne crois pas. En conclusion, on demande à Clouzot, qui affirme avoir retrouvé la foi, ce qu'il pense de la mort. Je peux vous dire une chose, c'est que je n'ai aucune peur de la mort, que je pourrais mourir. À cette seconde, ça ne me ferait aucun effet. Médecine et illusion, deux mondes qui se frôlent bien souvent. On connaissait les malades imaginaires, on apprend à connaître les médecins imaginaires. Ce qui vient de se passer l'autre jour à Toulouse relève sans doute davantage de la mystification chirurgicale que de la chirurgie tout court. Il s'agissait d'extraire de l'estomac d'un patient une tumeur sans pratiquer aucune incision, donc sans scalpel, sans bistouri, avec les mains tout simplement. Une théorie qui nous vient des Philippines où les guérisseurs font recette là-bas. On vient les voir de partout, par charters entiers. Une théorie devenue donc pratique en France avec un homme qui se présente comme le premier chirurgien occidental à main nue. L'opération de Toulouse, ce sont ces fameuses images, ou presque, puisque le guérisseur se réfère à une doctrine enseignée aux Philippines. Un journaliste a été voir sur place pour rendre compte, peut-être aussi pour éviter aux crédules de perdre leur temps et leur santé. J'étais chez un guérisseur, je lui demandais de m'examiner. Enfin, moi, j'avais préparé mes raisons pour me faire opérer. Bon, il n'a pas voulu m'écouter. Il m'a examiné à sa manière, c'est-à-dire qu'il a prétendu faire des rayons X en me badigeonnant le ventre d'huile et puis en posant une feuille de papier sur le ventre. La feuille de papier, bien sûr, boit l'huile. On voit de belles transparences et il montre ça à l'assistance. Il vient faire des rayons X. Il regarde ça, il nous dit, vous n'avez pas le sang très clair, vous risquez plus tard d'avoir un cancer, il vaut mieux que je vous opère. Donc,
Je me suis fait opérer. Et on sent les doigts qui appuient sur la peau. Comment imaginer qu'ils ont pu pénétrer dans le corps même? Ce sont des gestes de prestidigitateur. Et travail je me seul. Enfin, on voit les doigts du guérisseur, puis il y a les doigts de l'aide qui apportent du coton, tout ça. On ne voit jamais la plaie. Personne n'a jamais pu voir une plaie ouverte. Mais en fait, il n'y a pas de plaie. Il n'y en a pas. Un autre journaliste, depuis plus de 20 ans, a tenté de percer toutes les possibilités des guérisseurs. Ces résultats sont plutôt tristes, en tout cas surtout pour ceux qui se laissent berner. Pour montrer que j'avais parfaitement compris tous les mécanismes du guérissage quel qu'il soit, je me suis installé à titre expérimental pendant 3 mois guérisseur et j'ai obtenu les mêmes résultats que ces messieurs. C'est quoi comme résultat? Eh bien, j'ai guéri la même proportion de gens qui, vraisemblablement, comme chez les guérisseurs, n'étaient plus guéris 6 mois après. L'urgent, c'est de se dépêcher de réclamer l'attestation de guérison avant que les malades n'aient découvert la supercherie. Jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé qui permette de considérer la médecine des guérisseurs comme autre chose que la médecine de la préhistoire, la médecine de Cro-Magnon. Certains vous diront, on peut toujours essayer, ça ne peut pas faire de mal. Oh que si, à cause du temps perdu. Ces illusionnistes sont des charlatans qui ne peuvent en aucun cas faire un diagnostic n'ayant pas la connaissance médicale, mais encore moins guérir. Peut-on jouer comme cela impunément avec la vie des hommes? Oui, eh bien, tous ceux dont un être cher a souffert sans pouvoir être guéri, tous ceux que la médecine légale se déclare dans l'incapacité de soulager, tous ceux qui, soit pour eux-mêmes, soit pour un des leurs, n'ont plus d'espoir, tous ceux-là ont la tentation de se raccrocher à la dernière branche, à la dernière prétendue découverte, et c'est humain. Ajoutons-y tous ceux dont l'esprit est plus malade que le corps, mais n'en souffrent pas moins dans leur corps, ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques gagneraient du terrain. Pour certaines affections, 1 cas sur 3 relève davantage d'un traitement psychique que de la chimiothérapie. Faites le compte, quel vivier pour les charlatans, que de fortunes réalisées en effet au détriment de ces milliers de gens que les circonstances ont rendus plus crédules que les autres. Cela dit, doit-on en conclure qu'il n'y a d'un côté les anges, c'est-à-dire les médecins diplômés et régis par leur ordre, et de l'autre les démons que seraient tous les guérisseurs, quelques 40 000 guérisseurs qui exercent en France d'une manière plus ou moins épisodique. L'étude des procès concernant l'exercice illégal de la médecine démontre surabondamment que des centaines de personnes se portent mieux depuis qu'elles ont consulté un guérisseur. Elles le disent, elles le clament, et souvent plusieurs mois et plusieurs années après. C'est comme cela. Aussi bien cette affaire de Toulouse, avec ses odeurs de charlatanisme, remet à l'ordre du jour cette nécessité que, comme le souhaite d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé, le législateur, tenant compte des réalités, précise les conditions dans lesquelles des êtres peuvent exercer les dons indéniables qui leur permettraient de soulager certaines souffrances. Dans le vide juridique actuel, les bons et les mauvais sont mis dans le même sac, à tel point que l'exploitation cynique du désespoir est finalement une activité sans grand danger pour ceux qui s'y livrent. Monsieur Alnay de Ribemont, PDG de la Reine Pédoc et conseiller financier de Jean de Breuil, sera inculpé demain vendredi de complicité d'homicide volontaire dans l'affaire du meurtre de la rue des Dardanelles. Monsieur de Ribemont, qui est incarcéré depuis le 29 décembre pour infraction à la législation des armes, sera donc à nouveau présenté au juge demain. Son défenseur a fait savoir que l'ancien conseiller du prince de Breuil continuait d'affirmer qu'il ne portait aucune responsabilité dans le meurtre pour lequel il est inculpé. Le docteur Edmond Simeoni, arrêté le 22 août 1975 à Aléria, en Corse, devait être mis en liberté conditionnelle ce soir. Le leader de l'ARC, que l'on voit ici au lendemain de l'attentat d'Aléria, était emprisonné à Fresnes depuis le début du mois de septembre 1975. Il avait été condamné par la Cour de sûreté de l'État à une peine de 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Il sort donc après que la moitié de sa peine environ ait été purgée. Il n'y aurait pas de conditions restrictives à la libération d'Edmond Simeoni, qui pourrait donc retourner en Corse. Collision en série dans le détroit des Dardanelles. 2 marins sont morts et 17 autres sont portés disparus à la suite de la collision mercredi entre un cargo soviétique et un cargo battant pavillon libérien. Ce drame est intervenu quelques heures seulement après le naufrage d'un cargo roumain, le Turnus Evren, qui avait été promené par un bateau yougoslave durant la nuit de mardi à mercredi. Les 2 collisions auraient fait au total 2 morts et 32 disparus.
Eh oui, les deux écoles, l'école privée et l'école publique, l'école laïque et l'école confessionnelle, voilà une querelle que l'on croyait enterrer à jamais ou presque. Longtemps, elle avait envenimé le débat politique, mais après des concessions des uns et des autres, on arrivait à une sorte de pacte de non-agression. Les deux écoles pouvaient cohabiter. Alors pourquoi cette péripétie? Eh bien, à la suite de la publication, apparemment anticipée, d'un texte de travail du Parti socialiste sur la question, un texte signé du député Louis Mexando. Comme l'affaire faisait quelque bruit, le patron du PS, François Mitterrand lui-même, a éprouvé le besoin d'apaiser quelque peu les esprits en évoquant aujourd'hui le problème dans son éditorial de l'unité. Un François Mitterrand plutôt ferme, il n'est ni possible, dit-il, ni concevable de nationaliser des esprits. 2 300 000 enfants scolarisés, soit 16% de l'ensemble du monde scolaire, l'enseignement privé se confond pratiquement en France avec l'enseignement catholique. Avec ses 100 000 maîtres, l'école chrétienne regroupe 98% des enfants de l'enseignement privé. Durant plusieurs décades, la cohabitation de l'école laïque officielle et de l'école confessionnelle avait posé de sérieux problèmes. Une véritable guerre scolaire sévissait d'une façon permanente qui opposait l'école de monsieur l'instituteur à celle de monsieur le curé. En 1959, la loi Debré, en proposant des contrats d'association aux écoles privées, leur permet de devenir des écoles presque comme les autres, dans lesquelles les salaires des enseignants sont pris en charge par l'État, de même qu'une partie des frais de scolarisation des enfants. L'équilibre semblait donc rétabli, mais aujourd'hui, les partis politiques remettent cette question dans l'actualité. Historiquement, traditionnellement, il existe un important secteur privé, et notamment confessionnel, dans l'enseignement en France. Nous le reconnaissons, nous l'avons reconnu et nous lui avons donné les moyens de se perpétuer avec la loi Debré. C'est un élément fondamental de la laïcité, de la tolérance et du pluralisme qui est un élément de la liberté scolaire et de la liberté tout court. En 1972, le programme commun, qui exprime les positions conjointes des partis de gauche en de nombreux domaines, aborde aussi la question scolaire et notamment celle de l'enseignement privé. Pour le programme commun, dans l'hypothèse d'un pouvoir de gauche, tous les secteurs de l'enseignement initial seront réunis dans un service public unique et laïque, dépendant du ministère de l'Éducation nationale. 4 ans après, M. Mexando, député socialiste de l'heure, relance le débat et confirme que sur le fond, rien n'a changé. Les responsables de l'Église n'entendent pas se laisser faire. Pour eux, l'école chrétienne a sa place dans l'enseignement en France. Nous ne cherchons pas la liberté pour elle-même. Les évêques ne veulent pas être les PDG d'un enseignement catholique. Ils veulent simplement cautionner une vaste entreprise qui voudrait, pour l'enseignement catholique, servir la cause d'une éducation dans la France d'aujourd'hui, soucieuse d'une démarche pédagogique renouvelée, soucieuse de programmes sensibles à toute la réalité vécue par les enfants, soucieuse également de l'inégalité des chances. Et il s'agit de savoir si finalement nous allons ressusciter une querelle scolaire parfaitement stérile ou si l'on accepte que l'enseignement catholique, pour sa part, puisse contribuer à remettre debout une éducation nationale. Au Parti socialiste, dont on dit que les dirigeants ont été embarrassés par les prises de position du député de l'heure, on entend corriger le tir, ce que François Mitterrand a fait aujourd'hui dans un article paru dans l'hebdomadaire L'Unité. La gauche, dans son ensemble, n'a jamais accepté d'autres règles que celle-ci: les fonds publics à l'école publique, les fonds privés à l'école privée, même quand elle a montré sa tolérance dans sa pratique communale et départementale. La seconde idée, c'est que nous croyons, nous qui récusons tout endoctrinement, toute idée d'école officielle, que le pluralisme des idées et des croyances, que le droit à la différence peuvent et doivent s'exercer au sein du service public d'éducation. Et la troisième idée, c'est que jamais les partis responsables, signataires du programme commun en 1972, n'ont entendu imposer l'intégration, ni décider d'un monopole, ni même ordonner la nationalisation, sans discuter, négocier, préparer les étapes. Voici, rappelée, je crois, clairement la position du Parti socialiste. Elle devrait mettre fin à toute polémique. Peut-être la mise au point du Parti socialiste sera-t-elle de nature à calmer les esprits. Reste que le rapport Mexando semble avoir réveillé des antagonismes
que beaucoup croyaient disparu. Oui, le rapport Mexando, M. Mexando est député du Calvados. Voilà, ce journal se termine, comme d'habitude à la même heure, la météo. Un temps médiocre pour demain, c'est bien simple, il pleuvra en toute région et il faut prévoir de la neige au-dessus de 800 mètres. De la neige et donc des risques d'avalanche. Attention sur les côtes, il y aura beaucoup de vent et la météo a annoncé même un avis de tempête en Bretagne pour ce début de soirée et pour la nuit. Les températures, elles, vont s'adoucir quelque peu. Voilà, merci d'être restés en notre compagnie. Au nom de tous ceux qui ont préparé et présenté avec moi ce journal, je souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée et tout de suite le rappel des titres. Valéry Giscard d'Estaing satisfait de la coopération franco-soviétique. Aux États-Unis, le président élu se dit troublé par la libération d'Abu Daoud. Henri-Georges Clouzot et Henri Langlois sont morts. Patrick de Ribemont inculpé d'homicide volontaire. Dernier journal vers 23h30.